Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Je suis Nathalie Lourdel, la directrice de l'école de coaching IR, l'école Un autre regard. Et je suis avec mon co-auteur aujourd'hui. On a l'habitude de nous voir, mais je te laisse te présenter, Mathieu. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis coach professionnel spécialisé sur le haut potentiel et responsable pédagogique dans l'école IR sur le haut potentiel. Bon, aujourd'hui, on a envie de vous dévoiler un chapitre parmi les 100 questions. On va vous parler de celui sur la solitude des HPI parce que effectivement, solitude et HPI, c'est un thème qui revient souvent aussi dans ce que nous témoignent les personnes qu'on accompagne, hein. C'est effectivement un grand thème pour les HPI et Nathalie, c'est toi qui as écrit le chapitre sur la solitude dans notre livre. Pourquoi? J'ai même commencé par celui-là, pour tout vous dire. Donc, il y avait le livre et les 100 questions, 100 thèmes très diversifiés. On vous présentera d'ailleurs ces thèmes. Et pour moi, je pense que c'est un sujet qui me touche, hein, qui vient me chercher, quoi. Derrière la solitude, il y a plein de choses. Et je pense qu'il y a aussi, plus on assume ces différences en tant que haut potentiel, plus on se sent seul, parce qu'on se sent à l'écart, on se sent différent. Et du coup, pour moi, c'est un vrai sujet. En tout cas, c'est un sujet que j'ai dû traverser. Et Mathieu m'a accompagnée d'ailleurs sur ça. Mais c'est comment je peux être très différent et du coup pas relié aux autres. Et qu'est-ce que ça évoque pour moi? Est-ce que je choisis? Est-ce que je subis? Comment j'en suis avec la solitude? Et puis, il y a aussi le confinement. Je ne vous cache pas que pour moi, qui suis plutôt extravertie, conférencière, qui anime des collectifs, avoir énormément de gens, être seule pendant 3 mois, c'était comme une solitude subie, un peu difficile, mais qui m'a en même temps permis de terminer mon premier livre et du coup d'en écrire un deuxième et puis de passer au troisième là avec Mathieu, parce que c'est des temps de solitude aussi, l'écriture pour moi, c'est un temps où je suis seule. Donc c'est un thème, je pense, qui peut toucher émotionnellement beaucoup de gens. Donc on espère en tout cas, et on va vous dévoiler quelques éléments, que si vous êtes là, c'est peut-être un sujet qui vous interroge, qui vous touche. Est-ce qu'on choisit consciemment cette solitude? Est-ce on subit consciemment ou inconsciemment une forme de solitude? Et comment prendre du recul et comment avoir un autre regard sur sa solitude? Voilà des thèmes clés que j'ai envie d'évoquer avec vous aujourd'hui. Alors Nathalie, avant de te poser une autre question, je voudrais partager que moi aussi, la solitude, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est même quelque chose qui m'a construit et qui m'a énormément apporté. C'est ce qui fait que je suis ici et que j'ai le plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Au départ, j'ignorais complètement le sujet du haut potentiel. Et dans la vie professionnelle, je me sentais complètement seul, avec une manière complètement différente de penser. Et là, j'étais dans une illusion de solitude, c'est-à-dire que je ne connaissais pas le haut potentiel et je me croyais vraiment complètement unique. Avec l'ego que ça peut apporter aussi, on peut se croire à la fois maître du monde quand on est unique, et puis à la fois moins que tout. On peut être dans ses opposés aussi quand on est dans cette solitude. Hmm. Et j'ai eu la chance de tomber sur une thérapeute qui connaissait le haut potentiel il y a longtemps. Et c'est là que j'ai tiré le fil et que je me suis rendu compte que j'ai pu structurer cette solitude, en quoi j'étais seul, mais en quoi j'avais des solitudes inventées aussi. Hmm. Je trouve que c'est intéressant cette notion que tu évoques, la solitude réelle, la solitude ressentie. On va peut-être creuser, hein, mais il y Effectivement. a la solitude, je suis seule alors que je suis en famille, je suis entourée, mais je me sens hyper seule parce que pas compris. Il y a la solitude réelle parce que confinée et du coup je ne vois pas d'autres êtres humains ou voilà. Il y a plein de formes de solitude finalement. Peut-être tout de suite détailler ça. Effectivement, Nathalie, comment on pourrait creuser ensemble les types de solitude que peuvent ressentir les personnes avec différentes formes de haut potentiel? Et puis bien sûr, si vous avez envie de réagir, si vous avez des questions, posez-les-nous dans le chat et on y répondra avec plaisir. Je vais vous partager, vous savez qu'on aime les visualiser, on aime les dessins. Donc je vais vous partager euh, les petites infographies qu'on a prévues pour vous aujourd'hui. Donc, solitude subie, solitude choisie. Du coup, posons-nous la question. Déjà, où vous en êtes avec la solitude? Est-ce que vous avez l'impression de choisir certaines formes de solitude? Est-ce que vous avez l'impression de subir une forme de solitude ou une autre? On peut commencer à détailler. Dans la solitude subie, il peut y avoir plein de formes, de la souffrance de manque de contact aux autres, ou de la souffrance dans le contact avec les autres, mais qui n'est pas adaptée, pas ajustée, une forme d'isolement finalement. Je suis seule parmi les autres, ou je suis seule, mais je voudrais être connectée aux autres, ou alors je suis avec les autres, mais du coup, je trouve que les échanges ne sont pas bienveillants et j'en souffre. Donc, vous voyez qu'il y a déjà ces formes de solitude-là.
Il y a des incompréhensions parfois, parce que si on ne fonctionne pas comme les autres, on peut aussi se sentir jeté. Moi, je sais que dans certaines formations de coaching, par exemple, on m'a dit que j'étais trop créative et c'était comme pour moi de l'incompréhension et du rejet. Comment on peut être trop créative? Donc j'avais une forme de solitude mentale, psychique, parce que j'avais l'impression d'être rejetée par les autres, parce que mes idées, elles étaient trop hors cadre. Et c'était pas facile à vivre, honnêtement, ces éléments-là. Donc du coup, j'avais besoin des fois de me dire, j'ai pas envie d'être amie avec eux, j'ai pas envie d'être avec eux, parce qu'ils me comprennent pas ou ils me laissent pas exprimer mon potentiel comme j'ai envie de l'exprimer. Quand c'est prolongé, et on le voit hein, avec la période Covid, cette solitude où on a l'impression de pas avoir d'échanges satisfaisants, pas avoir d'échanges nourrissants avec les autres, ça peut amener une forme de détresse aussi, hein, une solitude psychique où on se sent à l'écart ou mis à l'écart, ou on se met soi-même à l'écart aussi. Il faut se poser plein de questions derrière ça. Est-ce que quelque part je la provoque pas, la solitude? Ça peut amener des choses très douloureuses. Et puis sur la solitude choisie, certains d'entre vous peuvent aimer aussi une forme d'isolement, parce que j'avais mis cette petite image avec le pêcheur, parce que pour moi, dans la pêche, il y a un côté solitaire et au calme. Ça peut être un ressourcement qui peut prendre des formes diverses et variées. Certains vont peindre, certains vont lire, certains vont aller marcher en forêt. Peu importe, il y a parfois besoin d'être physiquement seul. Parce que j'ai aussi beaucoup de témoignages de HP qui se sentent envahis physiquement ou psychiquement par la présence des autres et qui ont besoin de ces temps de solitude qui peuvent être des temps créateurs, des temps de reprise d'énergie avec soi-même. Donc du coup, vous voyez qu'il y a des solitudes aussi qui peuvent être plutôt bénéfiques ou riches. Voilà pour ce premier temps, mais il y a aussi plein d'autres formes de solitude. Mathieu, est-ce que tu veux réagir? Alors, je trouve que tu as abordé un point vraiment central, c'est à quel point on peut croire qu'on est en solitude subie, alors que c'est une solitude choisie, mais à un niveau inconscient. C'est comment une personne qui a besoin d'introversion, par exemple, elle peut croire, parce qu'elle n'assume pas cette introversion, parce que ce serait mal vu par la société, d'après elle, elle peut croire que c'est une solitude subie, alors qu'elle se débrouille à un niveau très inconscient pour avoir des moments de solitude. Et comment ça peut être intéressant de faire le tri et de se dire non, en fait, cette part de solitude, je la mets dans la case solitude choisie et je l'assume. Et ça permet déjà d'être plus aligné avec soi-même. Et ça peut Ouais. être l'inverse aussi. C'est comment on croit que la solitude est choisie, donc on va justifier la solitude, les autres ne me conviennent pas, la personne en organisation va dire personne ne peut me comprendre, tout le monde est incompétent, mais à quel point c'est pour se protéger et que ça peut refléter une solitude un peu subie quelque part. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie? Oui, oui, je pense que c'est très juste de mesurer que derrière tout ce qu'on vous dit, il y a toutes les nuances et toutes les variétés possibles. Et merci à vous de vos messages et de vos réactions. Du coup, je vois Pascal qui nous dit et si on brisait la solitude en retrouvant un chemin spirituel? Je pense qu'on partage, enfin, je te laisserai répondre, mais on partage totalement ça dans cette idée de se connaître soi, d'aller vers soi. Parce que quand on n'est pas en lien avec soi, on ne peut pas avoir un lien à l'autre réussi. Et la solitude, finalement, c'est quelque chose de ne pas réussir à être en contact avec l'autre, de ne pas réussir un lien d'être humain à être humain. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Merci Pascal de ce beau message. Mathieu, tu as envie de rajouter, de dire quelque chose? Oui, je rajouterais métaphoriquement que, effectivement, la spiritualité, dans le bon sens du terme, hein, parce qu'on peut se voiler la face avec la spiritualité aussi, il faut faire très attention à ça, mais on va le formuler comme ça pour simplifier la spiritualité positive. Ça peut être une manière de s'émanciper de la case solitude ici-bas sur Terre, pour être à un niveau de conscience où on se sent d'emblée connecté au monde entier. Sans avoir besoin forcément de liens physiques ou de beaucoup de liens physiques, on va sentir la planète qui n'a jamais eu autant besoin de nous, finalement, de bien-être. On va sentir une personne à l'autre bout du monde comme avec un lien aussi fort que la personne qui serait juste à côté. Il peut exister un niveau de conscience, en tout cas c'est certaines personnes qui témoignent de ça, qui font que la solitude s'évapore d'elle-même. Mais il convient encore une fois d'être très prudent là-dessus et peut-être à se connecter aux liens spirituels aussi bien qu'aux liens dans la réalité pratique, je dirais. On a d'autres remarques. Il y a Nathalie qui nous dit solitude subie dans la sphère professionnelle, mais choisie dans la sphère personnelle. Alors effectivement, on a différentes sphères.
La question à se poser derrière solitude subie au niveau professionnel, c'est est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a des choses à ajuster? Parce que quand il y a quelque chose de subi, il peut y avoir derrière une forme de souffrance. En tout cas, moi j'invite à la vigilance quand on sent qu'on subit de la solitude. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui est dans ma marge de manœuvre à moi pour changer les choses? Et quand je choisis, j'ai envie de vous dire, si c'est un choix et qui vous fait du bien, ben, restez là. C'est une question d'équilibre finalement, hein, derrière cette sensation de solitude. Et j'ai envie de dire, quand c'est subi, moi par exemple, j'avais l'impression d'être très seule. Là, j'ai été très seule tiens, pendant les 3 derniers mois, puisqu'on a écrit le livre HPI avec Mathieu. Et donc, pour écrire, je me suis plutôt isolée. Euh, et puis à un moment donné, je me suis dit, ben, je subis cette solitude et là j'ai envie, enfin ça ne me va pas. Donc du coup, j'ai remis des activités, des liens sociaux et ça me fait le plus grand bien d'ailleurs de reprendre les coachings et de revoir des personnes. Donc si je sens que ce que je subis est pas agréable ou me fait perdre de l'énergie, moi finalement je gagne de l'énergie en rencontrant des gens, comment je peux réajuster? Comment, même si j'ai une urgence à terminer le livre, je mets quand même des soirées, je vais danser, je fais des choses qui me font du bien, je vois mes amis. Donc voilà, en tout cas, moi, comment je le vis et comment je m'interroge quand je me dis, oh là là, qu'est-ce que je me sens seule. Je pense aussi à une solitude à la fois subie, à la fois choisie, hein, c'est complexe parfois de démêler les deux, d'un Ouais. certain nombre de HPI, souvent assez jeunes, mais c'est en moyenne hein, que je dis ça, et qui ont des croyances très négatives sur le monde en général et le monde professionnel. Et qui se disent, moi, je participe pas à ce système, je m'isole, le monde part complètement à la dérive. Et c'est comment on peut utiliser un sujet d'actualité pour favoriser des croyances limitantes, en fait, qui viennent de l'enfance, qui viennent peut-être de traumas passés. Donc là, ça peut être très intéressant pour certains HP, pas pour tous, bien sûr, d'aller travailler en thérapie ce sujet des croyances, en fait, qui peuvent enfermer dans la solitude, parce que j'ai beaucoup d'exemples, par exemple, de personnes au potentiel très heureuses dans les organisations, qui trouvent de l'éthique, qui trouvent du lien. Donc il y a aussi comment travailler ses croyances pour trouver le juste niveau de solitude qui est aligné avec soi. Oui, je trouve que c'est très juste ce que tu dis parce qu'il y a des gens qui choisissent, qui disent qu'ils ont choisi la solitude, mais qui expriment derrière des choses négatives ou désagréables en critiquant l'humanité, en remettant tout en cause. Donc ça veut dire que quelque part, il y a bien quelque chose qui ne va pas, en fait. Parce que si je choisis la solitude, c'est que je suis bien avec, c'est que j'aime lire au fond de mon jardin et que je l'ai choisi. Si je le choisis et je m'en plains, vous voyez qu'il y a une dissonance qui est à étudier. Et merci, Nathalie réagit à nouveau en nous disant c'est un manque de bienveillance et en effet, ça devient compliqué à accepter. Donc, prenez soin de vous et regardez quand même s'il n'y a pas des gens qui peuvent, dans ce cadre-là, être en lien avec vous ou être bienveillants, puisque vous utilisez ce mot. Ça nous semble important aussi de prendre soin de ça et de trouver des moments de solitude choisis, si ça vous fait du bien, la solitude. Parce que vous pouvez aussi décider que vous n'avez pas envie d'être seul, si vous préférez être en lien à l'autre. Mais on va peut-être avancer sur la question suivante. Oui, effectivement, comment, la question qu'on avait, c'est comment certains au potentiel se suradaptent pour ne pas être seuls. Alors, je vous propose à nouveau un partage. Donc, tout ce qu'on vous partage, vous le retrouvez dans notre livre Tous HPI. Et j'en profite pour vous préciser qu'il est en pré-vente et on compte sur votre soutien parce que si on atteint les 800 préventes, on va pouvoir le faire tout en couleur et on serait vraiment ravis que tous ces schémas soient en couleur dans notre livre qui sera là en février. Voilà. Alors, du coup, derrière cette solitude, donc on a déjà évoqué ça, un besoin de solitude ou un besoin, une volonté de relation sociale. Donc, on peut replacer derrière ces notions aussi les éléments liés à l'introversion, à l'extraversion. D'accord? Il y a des gens qui ont plus besoin de solitude que d'autres, et il y a des gens qui ont plus besoin de relations sociales que d'autres. Donc, si on continue, il y a des gens qui vont faire beaucoup d'efforts d'adaptation, et il y a des gens qui sont HP et qui, eux, ne font peu d'efforts parce qu'ils visent à l'authenticité. Alors, si on avance, là, vous voyez quelqu'un qui a besoin de relations sociales, qui aime ça, va parfois faire beaucoup d'efforts d'adaptation. C'est-à-dire, comme il veut être en lien, sortir, avoir des amis ou même avoir des bonnes relations sociales dans le cadre de son travail, il va s'adapter. Et parfois, c'est ce qu'on appelle aussi le faussage, c'est-à-dire qu'il va mettre des masques sociaux pour être en lien, pour pouvoir se sentir accepté, en tout cas dans les différentes sphères où il évolue. Et donc, du coup,
Malheureusement, pour certains HP, le fait de se suradapter pour répondre aux besoins de l'autre, pour être dans une interaction ajustée, ces efforts vont amener parfois à des déceptions parce que si vous adaptez pour avoir le même niveau de conversation que vos collègues, mais que finalement, au fond, c'est des thèmes qui ne vous intéressent pas ou ça ne correspond pas à vos valeurs, à votre besoin de parler de choses plus profondes, vous pouvez être déçu de ces relations assez superficielles alors que vous cherchez des connexions profondes et que vous êtes adapté pour essayer de vous rapprocher des autres êtres humains. Mais peut-être que c'est des êtres humains qui n'ont pas le même envie ou pas la même sensation derrière le besoin de connexion. Donc du coup, c'est à questionner aussi. Je ne sais pas, Mathieu, si tu veux ajouter quelque chose. Pas à ce niveau-là, merci beaucoup. L'autre point, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de solitude, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Et donc, les personnes qui ont besoin de solitude, mais ils font beaucoup d'efforts d'adaptation, c'est-à-dire comme dans leur milieu familial ou dans leur milieu professionnel, on leur demande des contacts, des réunions et d'autres choses, ils font des compromis, voire des compromissions, ils se suradaptent en permanence, mais du coup, comme ça ne correspond pas à leur nature profonde et qu'ils ont à la limite besoin de temps de solitude pour réfléchir, pour se ressourcer, pour créer, eh ben, ils sont finalement épuisés de cette sursollicitation relationnelle. Et donc là, il y a aussi à questionner, est-ce que j'écoute mes besoins de solitude et quel niveau de besoin? Évidemment, c'est différent d'un individu à l'autre, c'est différent aussi d'un moment à l'autre. Il y a des phases de l'année où vous pouvez avoir besoin de plus de solitude que d'autres. Du coup, le point de vigilance, là, c'est est-ce que vous faites des efforts d'adaptation? Et on ne le voit pas forcément, le faussage, puisque c'est un masque qu'on s'est collé sur le visage, mais pour être en relation à l'autre. Mais du coup, est-ce que vous avez conscience de ça, de quand vous vous adaptez et quand vous ne vous adaptez pas? Et si on poursuit, si je ne fais pas d'effort d'adaptation, c'est-à-dire que j'ai un besoin de solitude, là je sens que j'ai envie d'être seule à jardiner, ça peut être mon cas, et bien là je suis dans la solitude choisie parce que je respecte, je ne m'adapte pas en acceptant toutes les sorties qu'on me propose et je respecte mon besoin de solitude en faisant une activité qui me ressource. À l'inverse, il y a des gens qui ne font pas d'efforts, mais qui ont besoin de relations sociales parce qu'ils aiment ça. Et dans ce cas-là, comment finalement accepter d'être pleinement soi et de plaire ou de déplaire va permettre de ne pas faire d'efforts d'adaptation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter le rejet, accepter qu'on vous trouve trop intello, trop créatif, trop atypique, trop hors norme, trop rapide, trop je ne sais pas quoi. Ça veut dire que ces personnes ne sont pas les personnes avec qui vous pouvez être en lien parce qu'elles ne vous acceptent pas tel que vous êtes. Et si vous vous acceptez pleinement tel que vous êtes, vous pouvez accepter d'être rejeté ou pas dans un échange constructif. Et c'est là aussi où beaucoup de HP ont besoin d'être en lien avec d'autres hypersensibles HP qui vont comprendre ces besoins de connexion. Mathieu, je te Et, laisse réagir. oui, j'ajouterais peut-être que dans beaucoup d'objectifs de coaching, les personnes se situent dans ce schéma, dans toutes les cases, sauf la case en bas à droite. Je ne sais pas si on peut le remontrer. Oui, bien sûr, je regardais les messages en même Ah temps. oui, pardon. Mais très très bien, je remonte le schéma. Je t'écoute. Et c'est comment on peut être seul parmi les autres en tant qu'au potentiel et croire que c'est une fatalité parce qu'on ne veut pas voir qu'il y a d'autres personnes comme soi, parce que ça demanderait de changer trop de choses dans la vie. Et souvent, je dirais que l'articulation intéressante, la clé, ça va être de se donner le temps pour faire de nouvelles rencontres. Il ne va pas s'agir de changer son entourage familial et professionnel d'un coup, évidemment, mais petit à petit, au fil du temps, en s'accordant des heures tous les jours, comment faire de nouvelles rencontres pour rencontrer peut-être peu de personnes, mais avec qui il va y avoir une qualité extraordinaire dans le lien. Et j'ai des témoignages, si ça peut vous motiver, en fait, pour aller vers cette case en bas à droite, de personnes HP qui me disent à quel point elles ressentent un frisson extraordinaire quand, avec le bon prospect, le bon client, le bon partenaire de travail, il y a ce lien si particulier de HP à HP, même si chaque HP est différent, hein, mais ce lien si particulier avec un grand niveau de profondeur. Mais d'ailleurs, on va en parler dans un schéma suivant. Et on en parlera beaucoup dans le livre aussi, de cette profondeur du lien dont le haut potentiel est capable, et à quel point il y a énormément de personnes, contrairement à ce qu'on peut croire, qui
qui ont besoin de ce niveau de profondeur aussi. Oui, tout à fait. Alors du coup, je vais poursuivre parce qu'il y a plein de remarques qui me semblent intéressantes. Donc, il y a Sébastien qui nous dit: «Solitude choisie dans le cadre des activités et solitude subie quand je ressens de l'ennui dans les échanges classiques avec des amis, collègues sur des sujets assez banals». Est-ce que tu veux réagir par rapport au message de Sébastien? Alors, je vais peut-être un peu sortir du cadre. Ce qui me vient, c'est retrouver une stimulation intérieure, se relier à soi, même si les discussions sont ennuyeuses, en prenant le temps d'observer les micro-signes, ce qui se passe dans l'atmosphère, ce qui se passe dans l'ambiance. Et on peut se sentir déconnecté de l'autre et se reconnecter à l'ambiance et à l'inconscient de l'autre. Donc, il y a peut-être même dans un dialogue qui paraît ennuyeux comme ça, la possibilité de se connecter à un autre niveau. Alors, Sébastien nous dit aussi que l'adaptation est épuisante. C'est bien pour ça qu'on vous a mis sur ce graphique, finalement, les besoins de solitude ou de lien et le niveau d'adaptation. Parce qu'évidemment, là, on a mis les extrêmes sur le schéma, mais le but, c'est de comprendre que derrière ce sujet-là, il y a toutes les nuances possibles et c'est à vous de trouver le dosage. Parfois, c'est utile de s'adapter quand on est dans un contexte professionnel et qu'on doit travailler avec ses collègues. Et parfois, c'est important d'écouter son vrai besoin. Est-ce que mon besoin est de voir des personnes parce que ça va me faire du bien, ça va me nourrir? Ou est-ce que voir beaucoup de monde, ça va me demander de l'énergie, ça va m'épuiser? Dans ce cas-là, comment j'écoute mon besoin et je ne vais pas à un cocktail ou à une réunion? Et Sébastien dit qu'il est beaucoup plus à l'aise dans les relations à deux qu'en groupe. Bah là, je crois que Sébastien, votre besoin, il est assez clairement identifié. Donc, c'est comment vous pouvez respecter ce besoin. On a une remarque de Bénédicte qui nous dit: «Difficile parfois de faire comprendre à l'entourage le besoin de solitude, comme s'il était moins légitime que le besoin de voir du monde». J'aimerais bien que tu réagisses à ça. Effectivement, c'est parfois complexe de le faire comprendre à l'entourage. Parfois, ça peut être intéressant de l'imposer en douceur à l'entourage pour que celui-ci accepte cette solitude qui est importante pour votre santé. Et quand parfois une partie de l'entourage ne peut pas accepter ce besoin de solitude, c'est la priorité à sa santé psychique et prendre ces moments dont vous avez besoin et l'expliquer au mieux. Il y a aussi tout un effort de pédagogie parfois à faire vis-à-vis de l'entourage. Oui, c'est vrai. Je trouve que surtout pour les gens qui ont peu besoin de solitude et moi, par exemple, j'en ai pas forcément besoin. Je suis plutôt extravertie, donc j'aime le lien à l'autre. Donc ça m'a été utile que Mathieu me parle de l'introversion et le besoin de solitude, bah, pour mieux se comprendre, pour ajuster et du coup, ça me permet aussi, de pouvoir oser m'exprimer sur mon besoin, moi, mon besoin de lien, de voir les gens et vous, bah, si vous avez besoin de solitude, comment vous pouvez essayer de l'exprimer comme un besoin, comme avec vos mots. Est-ce que ça vous ressource? Est-ce que vous avez besoin de temps calme? Est-ce que ça vous permet de vous poser, de réfléchir? En tout cas, tout ce que ça vous évoque pour vous, de l'expliciter à l'autre. Et là, ça connecte à la communication non violente, par exemple. C'est comment, sans réagir avec agressivité vis-à-vis de l'autre, parce que parfois on peut être agressif quand on est touché dans ses émotions, c'est comment, calmement, partir de votre besoin et vous connecter au mode de pensée de l'interlocuteur et dans son mode de pensée, lui exprimer ce besoin soit d'extraversion, soit de solitude. Mm. Et peut-être, je dirais quand même, une des clés, c'est de s'auto-analyser, de faire un peu d'introspection. Parce que c'est pas si simple de savoir quel est mon besoin. Parfois, je me sens épuisée et je comprends pas pourquoi. Bah, si j'ai justement été trop dans l'adaptation pour aller d'une réunion à l'autre, je me suis vidée en énergie et du coup, c'est que j'ai pas écouté mon besoin. Mais parfois, dans le feu de l'action, on n'écoute pas ses besoins. Donc, c'est aussi avoir ce point de vigilance, d'équilibre avec soi-même, de prise de recul. Alors, Sébastien nous dit que il a découvert ça, effectivement, la connexion immédiate dans une discussion avec une personne qu'il ne connaissait pas, un bien fou. Et effectivement, c'était un HPI. Et effectivement, la plupart des HP, on dit qu'ils se reconnaissent quand ils se croisent. Mais il y a, et on va en reparler dans un prochain schéma juste après, il y a parfois cet élan de niveau de partage et d'intensité et de compréhension avec quelqu'un qui fonctionne comme vous. Même si on le rappelle, hein, chaque HPI est différent, il y a quand même un lien spécial qui peut se créer. Et pareil, Alexia nous dit, oui, c'est très ressourçant les échanges avec les HPI.
clairement, avec Mathieu, notamment dans les formations HPI, mais aussi dans la formation Accompagner les transformations, on crée une école d'atypiques pour les atypiques qui ont envie de se réénergiser ensemble. Alexia nous dit « J'ai l'impression d'être extravertie, mais qu'un besoin de solitude en de courts moments de la journée. Étrange, non? Non, Alexia, tout est OK. Comme je vous l'évoquais tout à l'heure, je suis plutôt extravertie et j'aime faire des conférences et rencontrer mes clients. Et parfois, j'adore être seule pour sculpter, pour peindre, pour créer, pour dessiner, pour écrire. Et c'est un besoin aussi. Donc, juste, vous êtes comme vous êtes et acceptez-le et écoutez vos besoins. Et moi-même, ça peut m'arriver aussi de croire que j'ai besoin de solitude aussi. Comme quoi, Nathalie, c'est très important cette notion d'aller vraiment se connecter à la réalité de ses besoins. Je crois que j'ai besoin de solitude, c'est simplement parce que je procrastine. Je me force quand même à aller voir du monde. Et en voyant du monde, finalement, ça me ressource et je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai eu raison de sortir pour voir du monde?» parce que c'était simplement la procrastination qui pouvait me figer. Ça m'est beaucoup arrivé par le passé. Donc c'est comment on peut, en se connectant vraiment au fond du fond de ses besoins, se rendre compte qu'ils ne sont pas ceux qu'on croit finalement. Et puis des fois, explorer des choses un petit peu en dehors de ses habitudes pour voir si ça fait du bien ou pas. Le seul baromètre, c'est comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez bien? Mais continuez. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajuster? Essayez de voir s'il faut de la solitude ou s'il faut de la rencontre à l'autre finalement. Il y a plein de remarques, Mathieu. Donc, Mira nous dit que depuis qu'elle a découvert son HP, je suppose, elle ne perd plus de temps à essayer de trouver des liens avec des personnes qui ne sont pas alignées comme moi. Du coup, j'ai des relations plus apaisées. Je pense que c'est Et ça oui. aussi. Quand on est plus authentique avec soi-même, quand on se connaît mieux, ben, du coup, on rencontre des personnes avec lesquelles on a des échanges authentiques et sincères. Et c'est ça qui compte finalement. Il peut être toujours intéressant de tester la croyance. Si je m'accepte tel que je suis et que j'assume qui je suis, quand même avec un niveau d'adaptation juste, comment ça peut attirer naturellement les personnes juste pour soi, avec qui il va y avoir des dialogues enrichissants, plein d'opportunités? On a une autre remarque qui dit que je ne supporte plus les lieux trop fréquentés, trop bruyants, et mon mari me faisait remarquer que je n'étais pas comme ça avant. Alors, effectivement, pour une part importante des HPI, il y a une sensibilité, on fera peut-être un live sur ces Ouais. sujets, mais il y a une sensibilité à tous les sens. Et donc, du coup, les environnements très bruyants vont fatiguer ou vont être perturbants. Donc, du coup, là, c'est peut-être pas lié directement à la solitude, mais lié au cadre. Et en tout cas, voilà. Mathieu, tu as envie de rajouter quelque chose? Oui, ça m'évoque un sujet important que tu as abordé, c'est le faux self. C'est que quand ça arrive au cours de la vie, en fait, quand on se sent agressé par certains lieux alors que ce n'était pas le cas avant, c'est peut-être que le masque commence enfin à tomber et ça peut être une très belle nouvelle aussi. Oui, on a une remarque de Karine qui nous dit personnellement, mon repli est subi à force d'être incomprise, moquée, dénigrée, voire malmenée. Sinon, je suis pourtant très sociable, mais avec les gens sans jugement sur mon fonctionnement agile et spontané. Je trouve que c'est important qu'on réponde à Karine. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Karine? Le premier message là qui me vient comme ça, intuitivement, c'est qu'il y a énormément de personnes comme elle et qu'il s'agit de prendre le temps d'aller à leur rencontre. Et c'est comment elle pourrait poser 2 petites actions peut-être dès aujourd'hui pour rencontrer des personnes qui lui ressemblent et qui ont ce niveau de bienveillance. Mm. Et pour moi, il y a derrière ça la forme de rejet que j'entends, derrière incomprise, moquée. Et il y a des gens effectivement qui acceptent pas les différences. Et donc du coup, c'est délicat de montrer ses côtés atypiques quand on est rejeté. Et pour pouvoir assumer d'être soi ou d'être bien avec soi, parfois il y a un travail thérapeutique pour s'accepter pleinement, accepter ses bizarreries, comme on dit avec Mathieu, de manière à ce que si je suis moquée, si je suis critiquée, je puisse dire ben, c'est qui je suis et voilà. Et à la limite que ça glisse sur vous. Et ça nécessite parfois un travail de réparation avec soi-même, se dire je suis différente et j'assume. Ouais. Sébastien nous dit cette précision, rien de méprisant avec les non-HPI, c'est important de le rappeler. Et j'ai même envie de dire rien de méprisant avec aucun être humain. C'est-à-dire que en tant qu'HPI,
Je peux être très connectée avec quelqu'un intuitivement, immédiatement, on ne se connaît pas, et pourtant à la première réunion, on a l'impression de se comprendre sans parler, et on a l'impression d'être en alliance, et c'est joyeux. Et même on peut débriefer des petits micro-signaux qu'on a vus l'un et l'autre que les autres n'ont pas vus dans la réunion, et avec d'autres HP, ne pas avoir ce niveau de complicité, d'intellect et de partage, d'analyse d'une situation. Donc, un HP peut connecter avec un autre ou pas, et parfois quelqu'un qui n'est pas officiellement HP, mais qui a une haute sensibilité émotionnelle, relationnelle, va se connecter avec vous. C'est un être humain qui rencontre un être humain, et on a des zones d'accroche, des sensibilités communes qui se rencontrent. Et ça, on ne peut pas le prédire, ce n'est pas un chiffre de QI qui le donne, c'est dans l'interaction avec l'autre que je sens qu'il se passe quelque chose. Et ça m'amène à un sujet, Nathalie, c'est que beaucoup de hauts potentiels se retiennent de choisir leur relation parce qu'ils le ressentent comme rejeter l'autre, comme être arrogant vis-à-vis de l'autre. Et donc, il faudrait accepter tout le monde et il faudrait se forcer d'être en relation, même avec des personnes où l'intuition dit tout de suite, le corps dit tout de suite que c'est pas ça. Et Oui. une manière de ne plus être seul et d'être entouré des justes personnes, c'est d'assumer que chacun son chemin, en fait, chacun est différent, et qu'il ne s'agit pas du tout d'arrogance ou de quoi que ce soit, mais de s'autoriser à rencontrer les personnes avec qui c'est juste, en fait, je formulerai comme ça. C'est très important ce que tu viens de dire, parce que de peur d'être seul, certains vont dire oui à tout. Et c'est dire oui à des formes de relations particulièrement désagréables ou toxiques parfois, au nom de la bienveillance et de l'empathie. Vous n'êtes pas obligé d'être en relation avec tout le monde. On se doit de choisir des relations de qualité, respectueuses, et qui sont nourrissantes, harmonieuses et drôles, ou ce que vous voulez, mais dans le partage, puisque c'est ça, en fait, une relation où on se sent pleinement compris, qui est important. Donc, ça suppose avoir fait un travail sur soi pour accepter aussi qui on est. Donc, on continue à avoir pas mal de remarques. Sébastien qui réagit en disant qu'effectivement, il a du mal à supporter le bruit, et sa sensibilité a augmenté depuis qu'il accepte qu'il est HP. Donc, peut-être qu'effectivement, on a évoqué ça aussi quelque part dans le livre, mais parfois, pour se protéger, on met une sorte d'armure sociale. Donc, c'est comme ça que vous pouvez voir le faux self, hein. C'est comme un masque, une armure pour se protéger des attaques et des éléments de mépris extérieur, d'incompréhension parfois juste. Et donc, du coup, quand on l'enlève en acceptant qu'on a des atypicités, on peut se sentir un peu vulnérable ou agressé par les sons, les remarques, les critiques, les autres. Donc, il y a une petite phase d'adaptation avec soi-même. Si vous marchez sans armure, alors que vous avez été pendant 20, 30, 40 ans ou plus avec une armure de protection, découvrir son HP assez tard a des incidences aussi pour aller vers soi. Du coup, alors, je regarde, on a encore des remarques. Lors de mes replis, nous dit Karine, c'est surtout pour évacuer mes émotions, mes larmes, parfois importantes. Je suis hypersensible, émotive, et que la société culpabilise. Donc, j'ai souvent planqué dans le travail, surtout parce que je suis trop aux yeux des autres. Moi, j'ai envie de vous dire, les gens qui vous disent vous êtes trop rapide, trop curieux, trop émotionnel, trop ce que vous voulez, c'est peut-être juste qu'ils se jugent eux-mêmes pas assez. Si vous le prenez comme ça, dites-vous que vous êtes juste vous, et que ceux qui vous trouvent trop se trouvent à l'intérieur quelque part pas assez, sinon ils n'auraient pas besoin de vous dire que vous êtes trop. Un jugement, c'est toujours une personne qui fait sa psychanalyse en face de vous. Et comme vous n'êtes pas son psychanalyste, autant laisser aux psy leur travail, mais aller vers une autre personne. Donc, Sébastien réagit en disant que je commence à ne plus culpabiliser par rapport à ça. J'ai envie de dire, arrêtons complètement la culpabilisation. Et ça, c'est parfois un petit travail sur soi, mais voilà. Et du coup, je rebondis sur la question de Chloé qui nous dit quel lien faites-vous entre le HPI et le coaching? Je te laisse répondre, Mathieu, président de Coaching et Douance. Il vous répond. Alors, si j'ai nommé ma société comme ça, effectivement, c'est parce que à un niveau métaphorique, je dirais c'est la même chose quelque part. Quand on regarde sur l'ICF, sur le site de l'ICF, on est tous les deux certifiés ICF et c'est très important pour nous, hein, c'est l'occasion de le rappeler. L'ICF, Fédération internationale de coaching, pour ceux qui ne connaissent pas. Quand on voit les compétences du coach, c'est souvent très semblable aux compétences des hauts potentiels. C'est
créer des situations d'apprentissage pour le client. Le haut potentiel adore apprendre et il adore amener les autres à grandir. C'est créer un climat de sécurité psychologique avec l'autre. Et le haut potentiel, c'est souvent ce qu'il fait naturellement. Il a cette intuition du lien à l'autre qui l'amène, lorsqu'il est suffisamment formé pour ça, à créer une sécurité psychologique très, très intéressante, en fait, essentielle pour le client. Qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme exemple? C'est la créativité que le coaching demande. Ça fait partie de la déontologie du coaching d'offrir un espace créatif au client avec des couleurs, avec la possibilité d'aborder les choses avec plein d'angles de vue. Et c'est ce que adore faire le haut potentiel. Donc c'est vrai que je me retiens de dire que le coaching est fait pour les hauts potentiels parce qu'il ne faudrait pas projeter non plus. Il y a certains hauts potentiels pour qui le coaching n'est pas forcément fait, mais tout de même, je ne peux pas m'empêcher de poser l'hypothèse que chez la majeure partie des hauts potentiels, le coaching, c'est souvent ce qui sublime les activités passées. C'est souvent les témoignages, c'est je prends le meilleur de ce que j'ai fait quand j'étais dans la supply chain, le conseil, dans mon métier de RH. J'envoie balader tout ce qui était conseil et c'est l'équivalent d'envoyer balader beaucoup de croyances limitantes qui viennent du passé. Il faudrait conseiller pour que ce soit efficace. Il faudrait conseiller pour trouver de la stimulation et je me recentre sur le pur lien finalement, la pure rencontre avec l'autre. Et du coup, par rapport à cette question sur HP et coaching, on avait fait un live avec Mathieu il y a quelques temps sur pourquoi le coaching est le métier idéal quand on est au potentiel. Je vous invite à aller regarder sur notre chaîne YouTube, École Coaching IR. Du coup, vous pouvez retrouver tous nos lives, tout ce qu'on a diffusé en intégralité sur la chaîne YouTube. Et effectivement, l'empathie et toutes ces caractéristiques que tu as si bien détaillées, Mathieu, font que les HP se retrouvent dans un contexte particulièrement joyeux, puisque le haut potentiel est curieux et aime explorer. Et le coaching, c'est explorer des innovations, des solutions avec quelqu'un qui a besoin de changer et de se transformer. Donc, je ne vois pas un métier plus agréable, plus stimulant que le coaching, puisqu'en plus, chaque être humain étant unique, chaque contrat, chaque mission va être une forme d'exploration en soi avec le client ou avec le collectif qu'on accompagne. Donc pour moi, en tout cas, c'est magique. On a une chance extraordinaire d'avoir ce métier, effectivement, on s'en rend compte tous les jours. Et même si ça sort un peu du cadre, j'ajouterais juste que quand on commence à s'ennuyer dans ces coachings, c'est qu'on s'adapte à une posture idéalisée qui ne correspond pas à soi, c'est souvent ça. Et quand on se reconnecte à soi, on se reconnecte au client. Je poursuis parce que Chloé repose une question et je trouve que ça nous permet d'aller plus loin. Avec le coaching, j'augmente mon HPI. J'adore. Je te laisse répondre. En partie, oui, c'est vraiment la réponse qui me vient. Ça va être l'occasion de faire énormément de formations, d'avoir de la supervision, d'avoir souvent un suivi thérapeutique aussi qui est essentiel. Les clients nous apprennent tous les jours des choses extraordinaires. Donc oui, ça va être une manière de se connecter à soi d'une manière. Pour ma part, j'ai jamais autant appris depuis que je suis coach. Je partage complètement et moi je dirais que j'apprends sur moi, en fait, sur mes réactions, sur comment je grandis pour accompagner mes clients à grandir. Donc, passionnément, oui. Et je vous partage du coup la page de notre livre, puisqu'il s'appelle Tous HPI, avec derrière cette question, puisqu'on entend beaucoup parler du HPI aujourd'hui. En tout cas, notre hypothèse, c'est que tout le monde a des hauts potentiels, sous une forme ou une autre, puisqu'on ne va pas se limiter au haut potentiel intellectuel, mais aussi on va parler du haut potentiel sensible, du haut potentiel créatif, du haut potentiel musical et plein d'autres. Et derrière cette idée, c'est comprendre et libérer les potentiels. Parce qu'effectivement, pour moi, un coaching, c'est apprendre à libérer ses potentiels, à aller plus loin, à explorer d'autres façons d'être, à trouver des alternatives à ce que vous vivez actuellement, et à aller plus loin, plus haut. Donc oui, notre objectif, en tout cas dans l'école IR, c'est de comprendre, libérer les potentiels et on vise par le coaching à cela et par l'école de coaching à vous former pour accompagner des gens dans leur libération aussi. Du coup, Mathieu, une autre question pour toi, c'est quoi être en lien pour une personne HP? Et du coup, je projette le schéma que tu as dessiné. Alors même si c'est variable selon les hauts potentiels, évidemment, souvent les témoignages que j'ai, c'est
dans la moyenne, il va y avoir un lien unique et on voit que le lien est noir, c'est-à-dire qu'il est tourné vers soi. Et c'est souvent là où une partie des hauts potentiels se sentent seuls, c'est qu'ils ont l'impression d'être dans dans une société très individualiste finalement, pour le dire simplement. Pour les hauts potentiels, souvent le lien qu'ils aimeraient avoir avec l'autre et qu'ils peuvent parfois avoir avec l'autre, c'est un lien complet où il peut y avoir une forme de magie dans la relation parce qu'on se comprend à un autre niveau. Même si on ne sait pas où est ce niveau vraiment, il y a quelque chose qui résonne à un niveau profond. Il y a aussi de l'humour, ce jeu sur les mots qui est si essentiel pour une partie des HP. Il y a la compréhension de l'autre, l'écoute des émotions de l'autre. Et on a fait la métaphore ici dans ce schéma de plusieurs longueurs d'onde. Il y a toutes les longueurs d'onde à la fois. Il y a quelque part une multipotentialité dans, dans cette chose invisible qu'il y a dans le lien à l'autre. Je ne sais pas, Nathalie, si tu ajouterais des choses. J'adore cette idée de multipotentialité dans le lien à l'autre. Effectivement, je ne sais pas vous, mais quand je rencontre un autre HP, c'est comme s'il y avait des messages non verbaux qui passaient. Certainement parce qu'on est aussi attentive aux mouvements du corps, au sourire, aux variations de la voix aussi. Et on se connecte à l'autre de façon plus intense. Donc c'est ça qui rend peut-être joyeux ou plein d'énergie quand on a rencontré un autre HP qui avait envie de se connecter, hein, parce que la connexion peut aussi ne pas se faire entre HP. Mais ce qui est évoqué tout à l'heure dans les commentaires, Karine et, et Sébastien, pardon, c'est bien ça. C'est quand je me connecte à quelqu'un qui aime ce niveau de jouer avec les mots, d'être dans une forme de connexion plus puissante, je dirais, c'est particulièrement joyeux. Et je pense que finalement, oser être soi, oser être atypique et HP, c'est se permettre ce niveau de relation et de connexion. Sinon, c'est passer un peu à côté de qui on est en n'ayant que des échanges en mots. Je dirais que ton lien noir, c'est j'échange des mots, des idées, Ouais. et tes liens colorés dans ce schéma, c'est comment j'échange à un niveau plus joueur, plus intense, plus magique. Voilà. Et j'ai peut-être un point d'attention à apporter. C'est que parfois, on va utiliser la métaphore des longueurs d'onde parce que c'est plus pratique à utiliser comme ça. Quitte à capter toutes les longueurs d'onde, autant les capter en intégralité. Parce que parfois, on peut suridéaliser une rencontre professionnelle, par exemple, se dire qu'on est tout de suite connecté à un niveau profond, donc c'est que ça va le faire. Même pas, on va pas signer de contrat et tout de suite passer à une collaboration. Et ça peut poser, parfois vous avez la bonne intuition en faisant ça, hein, la plupart du temps. Mais parfois, il y a une longueur d'onde toxique que vous n'avez pas captée parce que vous êtes connecté uniquement à certains niveaux dans ce qui se passe dans le lien à l'autre. Et donc, le point d'attention, quand on rencontre une nouvelle personne, même si à un niveau du lien, ça semble magique, ça semble beau, on a l'impression de partager les mêmes valeurs, il va être important de vérifier si à tous les niveaux, c'est OK. On en revient à ce que tu évoquais tout à l'heure, écouter ses intuitions. Ne pas être en connexion avec quelqu'un pour être en connexion, mais voir comment ça résonne, comment ça vibre quand je suis avec cette personne. Souvent, on oublie la notion du temps aussi. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce que disait Sébastien, c'est je rencontre un HP et je peux passer 1 heure et demie avec lui et j'ai pas vu le temps passer, même si on se connaît pas. On a l'impression de déjà se connaître et d'avoir tellement de choses à explorer et tellement de sujets interconnectés. Donc, c'est ça aussi la magie de l'échange. Et alors, j'ai plein de commentaires. Je vais sûrement en rater tellement ça passe vite. C'est trop beau ce schéma avec les couleurs. C'est tout à fait ça, nous dit Alexia. Merci Merci. beaucoup. Sébastien nous dit que ça résonne vraiment pour moi ce schéma. Euh, j'ai une autre remarque de Marie-Laure juste avant qui nous disait hélas, même auprès d'autres HP, j'ai des traits autistiques qui m'isolent. Et un conseil pour ne pas être dans la suradaptation en permanence. Ah. Alors, c'est bien complexe comme question parce que ça dépend de la nature des traits autistiques. L'autisme Asperger est tout un continuum. C'est comment, alors je vais vous dire ce qui me vient. Un outil, c'est comment, dans la relation à l'autre, métacommuniquer sur son Asperger, son autisme, c'est-à-dire parler de son autisme tout simplement, parler de son besoin, ça revient à parler de son besoin d'isolement parfois, parce que le fait de nommer quelque chose, ça peut recréer du lien là où il est absent parfois. Par exemple, en coaching, ça arrive souvent que des personnes me disent qu'elles ont besoin de ne pas me regarder dans les yeux, et c'est totalement OK.
Et souvent, en tout début d'accompagnement, on clarifie que c'est totalement OK, parfois d'éviter le contact visuel, que c'est pas une pathologie, c'est juste, de l'Asperger, en fait. Et si ça permet à la personne d'être plus à l'aise, c'est vraiment OK. Et là, on recrée du lien en nommant quelque chose, alors qu'à la base, il y avait une appréhension dans le contact, en fait. Hmm. Je ne sais pas si ça lui parle ou si elle a une autre question, qu'elle n'hésite vraiment pas à À poser d'autres compléter. questions. Il y a Alexia qui, elle, nous dit parfois, je suis épuisée au bout de 10 minutes de discussion avec certaines personnes, non HPI, je suppose. J'ai envie de dire, c'est même pas une histoire parfois de HPI ou de non HPI. Il y a des personnes comme ça qui sont des aspirateurs, comme des vampires à énergie, avec lesquels on ne se sent pas bien. Et là, comment vous écoutez votre besoin et si ce n'est pas strictement nécessaire, ne pas rester en connexion avec cette personne parce qu'elle ne vous convient pas. Et à l'inverse, quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous fait perdre la notion du temps, comment vous pouvez décider de vous connecter sans forcément lui demander s'il est HP ou pas HP. Euh, Complètement. Mmh. Juste, vous êtes bien ou vous n'êtes pas bien dans ces connexions. Et ce que j'aime aussi dans ce schéma que je voudrais repartager, euh, c'est cette notion de l'invisible, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le visible, les mots, et il y a, à travers les différents symboles mis dans la bulle de rencontre, dont rêve le HP et qu'il vit parfois quand il se rencontre entre HP, mais il y a des choses qui ne sont pas dites, mais qui sont quand même, qui passent à travers les ondes invisibles, comme tu l'as dit. Et parfois aussi, certains HP aiment bien pouvoir faire de la métacommunication, c'est-à-dire communiquer sur la façon dont on a communiqué ensemble. On a fait une réunion avec d'autres, et qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve à deux et qu'on se comprend? On est capable de débriefer. Ah oui, ben, là, je sentais on était en phase. C'est pour ça que j'ai poussé ce dossier où j'ai continué à explorer ça. Et j'ai regardé comment tu réagissais. Et du coup, c'était facile. Eh ben oui, moi aussi, je l'ai vécu comme ça. Par contre, là, tu vois, à un moment donné, je t'ai dit ça, mais c'était juste pour ça. Donc, le HP aime bien aussi revenir parfois en profondeur sur les ressentis pendant une réunion. Et certaines personnes n'aiment pas du tout, ne vont pas aimer décortiquer les émotions ressenties dans certaines phases de réunion, alors que le HP aime pousser assez loin, ou même connecter à des valeurs ou connecter à autre chose. Donc, vous voyez que derrière ce schéma, il y a plein de choses qui ne sont pas dites et qui ne sont peut-être pas écrites, donc vous pourrez retrouver dans le livre, mais il y a cette profondeur qui est difficile à expliquer quand vous ne l'avez pas vécu. Cette forme d'intensité relationnelle qui peut être surprenante aussi, et qui peut être perturbante quand vous n'avez pas l'habitude de la vivre, mais exaltante aussi. Donc, c'est comment vous dosez ce genre de relation si vous aimez ça et comment vous ajustez avec une personne qui n'a pas envie de cet niveau de profondeur, qu'elle soit HP ou pas HP. Il y a des gens qui ne vont pas aimer échanger avec vous sur vos ressentis émotionnels ou sur les siens dans l'interaction. Et il y a des gens qui vont adorer ça pour s'ajuster encore plus finement, justement, pour renforcer la bulle et aller plus loin. C'est comment ne pas attendre plus des autres que ce qu'ils peuvent donner. Comment faire le deuil que toute personne ne serait comme vous, en fait. Mm. C'est des personnes sont, dans une vie où elles ne sont pas prêtes à ça. Et donc, du coup, même en se connaissant bien, par exemple, Mathieu et moi, on a ces temps d'échange aussi. Est-ce que là, c'est OK? Est-ce que je suis allée trop loin? Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Parce que les liens que moi, je peux faire en tant qu'extravertie ne sont pas forcément ceux dont il a besoin. Donc, on est aussi capable de se faire des métacommunications dans la façon dont on travaille sur le livre. Et c'est ça qui, à mon avis, fait toute la beauté de cette bulle de connexion, c'est qu'il y a les mots, il y a les ressentis, et on est capable de se les partager, et ça renforce la qualité d'échange d'HP à HP. Alors, je regarde les commentaires. Merci à vous, c'est très agréable de voir que vous réagissez avec plein d'éléments. Euh, Elle nous dit, Alexa, je ne sais pas pourquoi ça nous épuise du reste certaines relations. Est-ce que tu veux creuser? On a effectivement fait un chapitre sur les relations toxiques. Est-ce que tu veux donner quelques éléments, même si faudra aller plus loin après? Je dirais la relation toxique, alors il ne s'agit pas de désigner le toxique ou une étiquette toxique, mais ce qui nous est toxique à nous. Et là, ça peut être très important de ne pas se justifier, de ne pas commencer à justifier l'autre en disant: «Il faut quand même le comprendre, ça vous convient pas, ça vous convient pas». C'est très intéressant
Et effectivement, c'est des personnes qui sont comme des trous à empathie, on pourrait faire cette métaphore, parce que sinon c'est très long à expliquer, et qui vont capter toute votre empathie. Donc c'est pour ça que vous vous sentez vidé au niveau énergétique, vous vous dites qu'est-ce qui ne va pas avec moi? En fait, vous allez très bien. C'est simplement la personne qui a ce trou au niveau de l'empathie et qui va tout absorber. Et là, ça peut être important soit de couper la relation, soit de ne pas se connecter sur la longueur d'onde particulière qui vous pompe de l'énergie. Vous connectez à d'autres niveaux, par exemple uniquement le contractuel, les mots, si c'est un prospect par exemple ou un client, uniquement peut-être l'analytique, la communication verbale. Et il y a moyen parfois de ne pas forcément, sauf les relations vraiment toxiques, quitter l'autre, mais se connecter à ce qu'il est prêt à donner. Et je trouve que c'est intéressant cette notion d'ajustement. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer toutes vos antennes quand vous rencontrez quelqu'un, puisque déjà ça prend de l'énergie. Et puis il y a des personnes qui ne vont pas aimer ça. Et puis il y a des personnes qui ont besoin de temps avant de se connecter émotionnellement, spirituellement, ou même sur les valeurs. Il y a des gens qui n'ont pas envie de ça. Et c'est aussi une forme de respect et d'empathie, de comprendre que s'ajuster dans la communication, ça va être important. Et notamment pour les neurotypiques, il y a des limites à ne pas franchir. C'est comme si vous envoyez trop d'antennes d'un coup, ça peut être perturbant. Donc, apprenez à doser aussi. Et c'est ce qu'on va vous apprendre dans la formation HPI qu'on co-anime tous les deux avec Mathieu. C'est en mars, je crois, à notre prochaine session. Et on vous apprend à piloter votre bulle de douance personnelle pour mieux vous connaître et mieux être en interaction ajustée à l'autre. Et dans cette école, quelles que soient les formations, notre philosophie, c'est vraiment comment faire du HPI, mettre le HPI au centre, ou votre forme de haut potentiel au centre, et en faire une force pour les accompagnements, à la différence d'accompagner malgré son HP. C'est là où notre école, d'après notre perception, est vraiment spécifique. Est-ce que je l'ai bien formulé, Nathalie? Absolument. Je vois qu'il y a encore plein de commentaires. Du coup, je commence à peine à comprendre que certains implicites m'échappent ou que j'en avais une mauvaise interprétation. Effectivement, l'être humain est spécifique, subtil, unique, et du coup, on peut mal interpréter les propos, les intentions, et parfois remettre un peu d'explicite en posant des questions permet d'ajuster le niveau de communication. Et puis, Sébastien nous dit la qualité des liens est essentielle pour avancer, et c'est valable pour tout le monde, HPI ou pas. Et effectivement, je pense qu'un des chemins de vie, c'est comment j'améliore ma qualité relationnelle à l'autre, comment j'essaie de m'ajuster, comment j'essaie de me connecter et comment je sublime cette rencontre. Mathieu, tu veux ajouter quelque chose? Non, ça me faisait penser intuitivement comme ça à des coachs qui disent je ne veux pas coacher les individuels, je ne veux pas coacher les entreprises, je ne veux pas coacher les dirigeants. Mais comment chaque client peut vous apprendre et comment c'est une occasion d'apprentissage d'un certain lien, parce que le cadre fait le lien aussi. Quand le cadre est différent, le lien peut être légèrement différent. Et comment ça peut vous apprendre à développer différentes palettes de votre posture coach. Et il y a Alexia qui nous dit est-ce que les HPI aiment aussi les discussions plus légères? Tout à fait, bien sûr. Ça va dépendre des HPI, mais c'est bien sûr que ça peut être très marrant de parler de tout et de rien parfois. J'aime beaucoup, en tout cas, pour ma part. Oui. Et puis, on ne peut pas mettre... alors, nous, on est contre les cases. Alors, du coup, on ne va pas mettre un HPI dans une case. On va dire que parfois, et certains HPI aiment, comme sur le schéma, des connexions plus profondes. On peut connecter aux valeurs, à l'avenir de la planète, aux sentiments, à tout ça, en même temps, de façon holistique, alors que c'était une conversation professionnelle, parfois au début. Et beaucoup d'HPI aiment cette approche globale et empathique et holistique. Et puis parfois, on peut aussi juste boire un verre et prendre l'apéro. Voilà. Alors, Mira nous dit, en fait, depuis que je sais et que j'accepte plus facilement les autres personnalités, nous sommes juste qui nous sommes. Et aujourd'hui, je sais de quoi j'ai besoin. Donc, sans blesser personne, je le fais. Je pense que c'est peut-être ça aussi un message clé de conclusion. C'est quand on s'accepte soi-même, c'est beaucoup plus facile d'accepter l'autre. Et tant qu'on est en rejet d'une part de soi-même ou qu'on se cache à soi-même ses besoins, eh bien, on peut plus facilement rentrer en conflit ou en tension avec l'autre. Donc, il y a un vrai intérêt, finalement, à aller vers soi-même, à se comprendre en tant qu'au potentiel, en tant qu'atypique, en tant que neurodiverse, appelez-vous comme vous voulez, zèbre. Comment je me comprends moi-même, comment je suis sensible à mes besoins, comment je suis fidèle à moi-même,
pour pouvoir nouer des relations de qualité avec une authenticité profonde avec l'autre. Bon, est-ce que tu veux qu'on conclue là-dessus? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Mathieu? J'ajouterais en lien avec ce que tu as dit, le point fondamental que parfois à un certain stade du développement personnel, le HP peut en vouloir à la terre entière, se dire que le monde est noir, que le monde professionnel est noir. Et une étape, c'est de se rendre compte que ça parle de soi. Et qu'en se connectant à soi, on dépasse l'illusion de l'injustice pour se connecter aux justes personnes pour soi en faisant des choix conscients. Et c'est souvent un passage, le passage de la victimisation. On en parle dans le livre aussi, hein, de ces éléments-là, à l'acceptation de l'autre et de soi-même en reflet, parce que tout est reflet finalement. Mmh. J'ai encore des commentaires, donc du coup, je continue. Du coup, c'est un alors, attends, j'essaie de pas en rater. La légèreté, l'humour, je suis plus à l'aise avec les personnes que j'apprécie, car elles me respectent et aiment aussi ma compagnie. Évidemment, si on se sent tout de suite bien avec quelqu'un, on a intérêt à poursuivre cette relation. Mais parfois, j'ai envie de dire, et j'apprécie ces petits magies de la vie, tu peux rencontrer quelqu'un et te sentir tout de suite proche ou tout de suite en connexion. Et à l'inverse, tu peux aussi rencontrer quelqu'un avec qui le courant passe pas au début. Et puis progressivement, on apprend à se découvrir, à se connaître et ça s'améliore. Donc, il n'y a pas de schéma relationnel tout fait, d'accord? Il y a à voir ce qui se passe dans votre vie et comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez envie de connaître cette personne ou est-ce qu'elle vous donne pas envie? Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous vous sentez bien? C'est la seule question que vous avez envie de vous poser finalement. Et il y a Alexia qui nous dit c'est un long chemin d'acceptation quand on s'est un peu rejeté pendant des années. Effectivement, je pense que c'est un chemin pour tout le monde, hein. Comment je vais vers moi-même, comment je m'accepte pleinement. Euh, c'est le chemin de toute une vie. On ne cesse de travailler là-dessus. Et rien que le fait d'être conscient qu'on a travaillé, c'est déjà qu'on a fait un certain travail, paradoxalement. Et Karine nous dit je déteste l'hypocrisie, c'est très français de faire semblant, c'est pas mon truc. C'est vrai que ça c'est dans les témoignages qu'on a recueillis, puisqu'on a interviewé de nombreux HP pour notre livre, l'authenticité, le parler vrai, c'est crucial pour beaucoup. Alors peut-être qu'il y en a qui sont moins attachés à ça, mais on l'a vraiment, vraiment retrouvé. Et en tout cas, nous, dans les lives, on est aussi dans cette authenticité, puisque vous voyez, il n'y a pas de... On y va, on dit la première chose qui nous passe par la tête, mais qui vient du cœur. Et c'est ça aussi notre forme d'authenticité à l'école IR, c'est de se dire qu'on fait dans le ici et maintenant, avec vos questions, vos réactions. Et c'est peut-être ça aussi qu'on avait envie de partager avec vous. On se sent moins seul quand on se sent compris, ou en tout cas quand on retrouve une communauté de gens qui ont cette appétence de partage, d'exploration, de bienveillance. Et c'est ça qu'on avait envie de partager avec vous. Et c'est ça aussi, et je vais vous repartager le livre, c'est ça aussi qu'on partage à travers notre livre avec Mathieu. On pense qu'il est utile de continuer à apprendre à se comprendre toute sa vie. Et donc, derrière tout HPI, pour nous, c'est donner des clés, donner envie d'aller plus loin avec soi-même pour comprendre et libérer les potentiels, vous comprendre et améliorer votre vie finalement en osant aller plus loin. Le mot de la fin, je dirais qu'on a modélisé ce lien de HP à HP dans le lien qu'on a avec les lecteurs dans le livre. Le lecteur n'est pas enfermé dans un ego, c'est-à-dire finalement dans un texte qui du début à la fin dit plus ou moins la même chose, mais à chaque fois à la page suivante, on croit que ça va parler d'autre chose. On a 100 questions ultra précises, c'est très structuré, et vous pouvez dans le sommaire choisir la question qui vous convient, qui est juste pour vous à ce moment-là, et lire, et ça va très vite, et en même temps c'est très profond, hein, au niveau théorique, on a vraiment creusé en fait chaque question, comme la solitude, l'estime de soi, la confiance en soi, et il y a un schéma qui complète le texte et qui dit avec la métaphore un autre niveau, justement, c'est l'autre niveau de communication, et qui vous communique avec à un autre niveau l'essence de ce qu'on veut vous transmettre. Et c'est vraiment ça qui fait notre livre unique, et que c'est un travail extraordinaire qu'on a fait avec vous d'ailleurs. On souhaite qu'il reflète ce lien particulier qui nous concerne tous finalement ici. Et pour moi, ce dessin, c'est aussi l'univers des possibles à explorer. Comment je vais à la rencontre de mes potentiels. Donc, on vous souhaite d'avancer vers vos potentiels et de vous sentir de plus en plus libre.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur les commentaires, les likes de nos posts, mais aussi qui vont partager le livre, qui vont le commander. Ça reste, en tout cas pour nous, stimulant, ce partage avec vous. Et c'est gratifiant de pouvoir aller plus loin encore sur ce livre à travers les prochains lives et les prochains posts qu'on va partager.